Y a-t-il des opportunités d'investissement en Suisse en ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous ne l'avez pas déjà fait. On commence tout de suite avec notre sélection. On va prendre les top 10. Je suis allé sur Companies Market Cap et la Suisse. Donc on prend Roche, Nestlé, Novartis, Chubb, Compagnie Financière Richemont, UBS, ABB, Zurich Insurance Group, Swiss Re, TE Connectivity, nouveau venu dans ce top 10. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Vous avez ici le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût-free cash flow, le multiple de cours sur actifs tangibles, le rendement des capitaux investis, rentabilité plutôt opérationnelle, rendement des fonds propres, ici c'est une rentabilité financière, le levier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. La première entreprise de la liste, c'est Roche Holding. Donc c'est un laboratoire pharmaceutique, 262 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est complètement mature cette entreprise. Les multiples sont un peu élevés pour une boîte aussi mature, je trouve. On est à 11, on est à 12, on va dire, en VE sur EBITDA, 29 en PE, 14 en price sur free cash flow. C'est un peu cher payé. Maintenant, la qualité est au rendez-vous. On est à 24% rendement des capitaux investis, ce qui est quand même pas mal. Moins d'une fois l'EBITDA dette net à 0,9. Donc là, on est bien au niveau du bilan. Un dividende qui est sympathique à 3,7% de rendement du dividende. Après, même chose au rendement de l'actionnaire. Payout ratio à 92%, mais free cash flow 2 fois plus élevé que les bénéfices nets. Donc, c'est soutenable à ce niveau. Que dire sur Roche, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Après, c'est qualitatif, mais ça vient avec des risques, les pharma, comme d'habitude. Et ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a un dividende. Voilà, mon petit dividende. Voilà, c'est ça l'attrait du dossier, sinon je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. Ensuite, on est sur Nestlé, donc le géant mondial de l'agroalimentaire, 256 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans à moins 0,25, donc ça c'est pas extraordinaire. On a 15 en VE sur EBITDA, 22 en ratio coût-bénéfice et 21 en ratio coût-free cash flow. C'est pas si donné, c'est pas si donné, mais en même temps on est en Suisse et en plus ce sont des large caps, donc il y a un côté un peu défensif. 12 en rendement des capitaux investis, ce qui est convenable, on va dire. On est à 3 en termes de dette nette sur EBITDA. Ça, c'est un peu trop. C'est un peu trop, même si c'est un business qui est défensif. 3 fois les EBITDA en dette nette, c'est un peu élevé, donc il faudra voir sur les prochaines publications ce qui se passe au niveau de la dette. Il faut qu'elle baisse un petit peu quand même. On a 3,9 en rendement du dividende, ce qui est intéressant à ce niveau, et 5,4 en rendement de l'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions. Est-ce qu'elles sont annulées derrière? Il faut vérifier. Mais à ce niveau, c'est quand même intéressant, puisque si on se met dans une optique plutôt défensive rentier, vous avez de la rente en francs suisses à un niveau intéressant quand même. Maintenant, il y a quand même beaucoup de dettes. Le payout ratio est élevé, même en termes de free cash flow. Donc ça ne va pas augmenter beaucoup plus. Donc peut-être que Nestlé, il faudrait, si on aime le côté défensif en francs suisses, il faudrait attendre qu'il y ait un repli pour se positionner dessus, quoi. Et là, ce serait uniquement pour le côté dividende, rien d'autre. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Novartis. Donc on est encore sur un laboratoire pharmaceutique, 242 milliards de dollars de market cap, 1,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est très mou, il n'y a pas de croissance. 12 en VE sur EBITDA, pas hyper cher à ce niveau. 19 en PE, 14 en ratio coût-free cash flow. Faut plutôt regarder les free cash flow sur ces boîtes sur Roche et sur Novartis. C'est plutôt des boîtes qui n'ont plus besoin d'injecter du cash pour de la croissance organique. Ils font maintenant des acquisitions. C'est pas hyper cher. C'est pas hyper cher Novartis, mais c'est normal, c'est une pharma. Donc on est sur une type de pharma classique. 20 en termes de rendement des capitaux investis, la rentabilité est quand même bonne. Une fois EBITDA net net, le bilan est solide, 3,6% de rendement du dividende. Donc c'est déjà intéressant à ce niveau. Il y a des rachats d'actions. Je pense qu'il y a à ce niveau aussi, il y a des tels rachats d'actions que je pense qu'ils annulent leurs actions. 7,3 en rendement de l'actionnaire, ce qui est pas mal du tout. 17,6 de free cash flow contre le 13 de bénéfices nets. On a largement les moyens de payer ce dividende. Donc Novartis, si vous êtes intéressé par les pharma, vous êtes prêt à prendre le risque on va dire, juridique qui est propre à ces entreprises, ça peut être intéressant pour l'aspect dividende et rémunération d'actionnaire. Un prix pas trop élevé non plus. Ensuite, on est sur Chubb Limited.
Donc ça, c'est une boîte, elle est aussi cotée aux États-Unis. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une partie de leur opération aux États-Unis, il faut regarder. Donc assurance, 114 milliards de dollars de market cap, 10,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est quand même assez fort comme croissance. En PE, on a 14. On n'a pas de décote comme on aimerait. On voudrait être à moins de 10 en termes de bénéfices pour une assurance. Et on aimerait avoir une décote sur actifs tangibles et ce n'est pas le cas sur Chum. Donc malheureusement, pas de marge de sécurité. 13 en rendement des fonds propres, c'est pas exceptionnel, hein. Les assurances, les financières sont beaucoup de leviers. Et avec beaucoup de leviers, on arrive qu'à sortir un 13% de rendement des fonds propres. Au minimum, 10, c'est le strict minimum, mais c'est pas qualitatif, hein. 15, ça commence à être bien. Là, on met un 2 bas. On a un rendement de l'actionnaire qui est à 2,9%. Donc, ils font des rachats d'actions. Il n'y a pas de dividende de versé. Bon, plutôt avec un, hein, pour ma part, des assurances. Ensuite, on est sur compagnie financière Richemont. Comme son nom ne l'indique pas, on est sur du luxe. 110 milliards de dollars en market cap, 8,5 de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, du chiffre d'affaires. Ce qui est une croissance plutôt bonne, hein, ça reste soutenu comme niveau de croissance. 16 en VO sur EBITDA, 27 en PE, 30 après sur free cash flow. Ça se paye un peu cher quand même. Mais bon, on est dans le luxe, hein, c'est normal que ça se paye un peu cher. On a 10,4 en rendement des capitaux investis, ce qui est convenable, on va dire, c'est moyennement intense en capital quand même. Donc c'est convenable, on va dire, cette rentabilité. Pas de dette. Donc on est cash net sur Richemont, ce qui est pas mal. Ce qui, à mon avis, ça leur permet d'avoir de la marge de manœuvre pour faire des acquisitions. 2% de rendement du dividende, c'est pas de s'inquiéter à ce niveau. On a du 6 en rendement l'actionnaire, qui a un peu de direction, peut-être. Regardez. Voilà. Il y a des actions qui sont mises en circulation. Des free cash flow qui sont un peu plus bas que bénéfice net, on doit être à 65-70% de payout ratio, qui est, voilà, qui est déjà un peu limite et il n'est pas très généreux le dividende, hein, donc il vaut mieux attendre une décote supplémentaire sur Richemont. Si vous voulez jouer côté, ben là c'est en francs suisses, donc c'est peut-être intéressant pour un investisseur de la zone euro. Mais sinon, je pense que du LVMH, c'est un peu plus qualitatif et moins cher. Bon, voilà, c'est comme mon avis personnel. ABB, ça c'est une boîte qui est suédo-suisse, si on peut le dire ainsi. Plutôt dans du coup, l'équipement électrique. 107 milliards de dollars de market cap, 3,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur ce camp. Il n'y a pas beaucoup de croissance quand même sur ce dossier, hein. Et pourtant, les multiples sont élevés, hein. 16 en VE sur EBITDA, 26 en PE, 28,5, 29 en price sur cash flow. C'est quand même des multiples de boîtes de croissance, hein. C'est un peu cher payé, je trouve. 18 en rendement des capitaux investis. En revanche, la rentabilité est très bonne, hein, surtout qu'ils doivent être intensifs en capital. 0,3 fois les bids en dette nette. Bon, c'est pas trop lourd. Il n'y a pas trop de dette. 1,9% en rendement du dividende, la même chose en rendement de l'actionnaire. Voilà, c'est pas très généreux à ce niveau. Payout ratio à 20%, allez, à 25% en termes de free cash flow. Elle pourrait facilement doubler le dividende, hein, ça pollen sur ce dossier. Maintenant, s'il y a la croissance organique qui revient, et je pense que c'est le cas, ils vont conserver leur cash flow pour financer cette croissance organique. Donc ça explique pourquoi le dividende n'est pas si élevé. Pourquoi pas BB, hein, ça se regarde. Surtout que c'est une thématique qui est assez porteuse. Bon, c'est comparable, à mon avis, du Schneider électrique. UBS, bon, ça, UBS, pendant longtemps, ça, on passe son chemin, hein. UBS, ils ont racheté le Crédit Suisse après que celui-ci fait faillite, hein, quasiment. Donc on se doute que dans le bilan, il y a des cadavres. Voilà, c'est trop compliqué, hein, ce dossier. Il n'y a même pas de décote sur actifs tangibles. Alors qu'il faudrait, ce dossier, il faut aller toucher à peut-être à 50% de décote sur actifs tangibles, non, pas plus. Alors, pas moins de décote en tout cas. Donc non, plutôt à l'écart, hein, ce dossier. Il faut regarder, le rendement des fonds propres à 6%, c'est misérable. Vu le niveau de levier qu'ils ont, c'est vraiment médiocre. On passe son chemin sur UBS. Zurich Insurance. Alors, par rapport à l'assurance, on est à 4 000 milliards de cap. Des croissances en décliné des 5 ans. Un PE à 17,3. Malheureusement, elle n'a pas de décote dans le numéro 10. On aimerait avoir une décote sur actifs tangibles également, c'est pas le cas du tout. Ici, un rendement des fonds propres à 23,3. Par contre, ça c'est très bien. Bon rendement des fonds propres, hein. Bonne rentabilité financière quand même. 5% de rendement du dividende, 5,5 par rendement d'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions, potentiellement pour annulation. Peut-être que c'est simplement pour donner les actions aux salariés, hein, faut vérifier ce point-là. On a des free cash flow plus avec les bénéfices nets, un payout ratio qui est à 60%, on va dire, en termes de free cash flow. Donc c'est soutenable à ce niveau, ça va pas beaucoup plus augmenter, hein, le dividende. C'est le seul attrait du dossier. Et ce dividende qui a un niveau quand même assez élevé. Sinon, c'est un peu cher payé. Il n'y a pas de décote, il n'y a pas suffisamment de décote pour une financière. Donc après, il est de bonne qualité. Voilà, elle est bonne qualité quand même. Donc si vous pouvez investir sur les assurances sans marge de sécurité, pourquoi pas. Suisse Re,
Le réassureur suisse, on est sur 52 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. On a 15 en PE, pas de décote, 2,7 en prix sur un price to tangible book value, pas de décote non plus, malheureusement, 14,3 en rendement des fonds propres, c'est pas exceptionnel pour une assurance, 5,3% de rendement du dividende. Donc ça nous fait un dividende qui est à hauteur de 2,5 milliards. Ce qui est quand même une bonne partie des bénéfices. Donc attention, on est déjà à 70-75% des payout ratio. Donc ça ne va pas augmenter beaucoup plus. À la rigueur, Zurich Insurance est quand même plus intéressant en termes de qualité, en termes de soutenabilité dividende. Bon, c'est à peu près pareil en fait. Donc bon, plutôt à l'écart également. De toute façon, en général, les assurances, je suis plutôt à l'écart. TE Collectivity. Donc là, on est sur équipement électronique. Alors c'est bizarre, je pense que c'était plutôt quelque chose orienté autour des télécoms. Bref, vérifier activité. 51 milliards de dollars de market cap. 4,2% de chiffre d'affaires en rythme annuel sur 5 ans, donc une méga croissance. 13 en VE sur EBITDA, c'est un des dossiers les moins chers de la liste. Ouais, après les autres, ils sont dans des secteurs qui sont décotés, donc financière et pharmaceutique. Mais ici, on est sur de l'industrie classique, 13,4, et pas hyper cher non plus. 18,2 en prestation free cash flow. Je pense que c'est une boîte, vu la croissance, elle doit être mature, et donc du coup, il vaut mieux regarder le multiple de free cash flow plutôt que celui de bénéfice, parce que la boîte, elle ne réinjecte plus de capital pour la croissance organique, en tout cas pas tous ses flots cash flow, pas tous ses cash flows pensionnels. Donc je pense que c'est pas si cher payé que ça, ce petit dossier. Un rendement des capitaux investis qui est à 20%, donc énorme, très grande rentabilité opérationnelle. 0,8 fois l'EBITDA dette nette, c'est pas très lourd comme dette. On a un dividende de 1,7%, mais surtout un rendement d'actionnaire massif à 4,8%. Je pense qu'ils annulent tout ou partie des actions qui sont rachetées. Faut regarder. Donc c'est intéressant ce niveau, presque 5% de rendement d'actionnaire. On a le free cash flow plus avec les bénéfices nets, PE ratio 56%. C'est soutenable, en tout cas le dividende est soutenable. Bon petit dossier ici. Donc qu'est-ce qu'on va garder dans la liste? Bon, alors, si vous pouvez investir en pharmaceutique, prenez la meilleure, la moins chère. La moins chère, ça va être, si on réfléchit en termes de multiples de VE sur EBITDA, et celle qui donne le meilleur rendement, à la limite Roche. Bon, après, moi, j'investis pas dans les pharmaceutiques, mais pourquoi pas. Zurich Insurance, si vous pouvez investir dans les assurances sans décote, Nicolas Rantello sort également. Et d'un point de vue Dora, de terrasser TC, parce que s'il y a un repli, si on arrive à 12 en 2 sur EBITDA, ou si on a quand même book ça donne du 5% de dividende, je pense que c'est intéressant à mettre en portefeuille, en fond de portefeuille, plutôt défensif, plutôt rentier, surtout en France suisse, qui est une monnaie très très solide. Et TO Collectivity, nouveau dossier d'un peu de cette liste qui n'est pas paru dans les unités en screener. Je pense que ça mérite d'être creusé, en français. Dites-moi en commentaire si vous voulez creuser ce petit dossier. J'espère que cette vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.